Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce chapitre 1150 intitulé Domi Reversi. Et oui, c'est le grand retour des reviews et des vidéos sur la chaîne. Ça faisait très longtemps et c'est un vrai bonheur de vous retrouver. Je risque encore d'être absente dans les prochains mois parce que je travaille sur une énorme vidéo, pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit officiellement de la toute dernière théorie des nerfs. C'est donc la vidéo finale et je peux vous dire par avance que ce sera ma plus grande théorie et la plus ambitieuse jamais réalisée sur la chaîne. On part probablement sur plus de 3 heures de vidéo. On abordera tous les sujets de l'œuvre, de la voix de toute chose en passant par les dits, de la naissance des fruits du démon jusqu'au secret du siècle oublié. En bref, tout ce que vous pouvez imaginer sera probablement dans cette vidéo. C'est donc un travail de titan et étant donné que je travaille seule, je peux pas react et publier d'autres vidéos en attendant. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais croyez-moi, l'attente en vaut la peine et je suis certaine que vous serez pas déçus. En attendant, j'ai tenu tout de même à faire mon retour aujourd'hui avec la review de ce chapitre exceptionnel. Imu entre enfin en action sur Elbaf et dévoile une partie de ses pouvoirs diaboliques. L'armée des géants tombe sous son contrôle et cette terre de guerriers s'apprête à être plongée dans le chaos et les flammes. Alors sans plus attendre, débutons cette review et si vous êtes heureux de mon retour, n'hésitez pas à exploser les likes, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la dernière théorie des nerfs, mais surtout, inondez les commentaires de cœur car comme vous le savez, c'est toujours mon plus beau cadeau. Je vous en remercie sincèrement et à présent, découvrons l'arrivée tant attendue de celui ou celle qui se fait appeler Dieu, le roi qui réside sur le trône vacant. Imu, le dieu parmi les dieux, fait son entrée sur la terre mythique d'Elbaf et nous révèle l'ampleur terrifiante de sa puissance démoniaque. Dès son apparition, elle libère un acquis des rois qui terrasse instantanément tous les enfants et de nombreux géants. Une démonstration de force qui n'est pas sans rappeler l'arrivée de Saturne sur Egghead, où lui aussi avait balayé les plus faibles d'un simple regard. Mais ici, la différence est d'autant plus importante, car Imu n'est pas physiquement présente. Elle agit à travers le cœur de Genko, ce qui laisse entendre que son Haki transcende de très loin l'imaginable. Et heureusement, car seuls les plus puissants à l'image de Tori et Brogy parviennent à résister. C'est ainsi que dans une double page épique se révèle la nouvelle forme de Genko sous l'influence d'Imu. Elle est à présent dotée d'ailes de chauve-souris, d'une queue en forme de flèche et d'un trident à 3 pointes, l'incarnation parfaite du diable en personne. Et ça, c'est une révélation qui m'a rendue vraiment heureuse, puisque ça fait bientôt 7 ans que j'ai défendu l'idée qu'Imu était le diable, l'incarnation de l'antéchrist et de la bête de l'apocalypse. J'avais d'ailleurs récemment publié cette théorie sur Black Nika, où j'expliquais tous les liens entre Satan et Imu, et dont la marque des abysses symbolisait le pacte du diable. Je crois donc qu'aujourd'hui, il n'y a plus à prouver qu'Imu est l'incarnation du mal sous toutes ses formes. D'ailleurs, nous sommes encore très loin d'imaginer sa véritable identité. Celle que nous voyons aujourd'hui se fait à travers Genko. Or, Imu ne semble pas avoir de corps tangible. Et c'est probablement pour cette raison qu'elle peut prendre possession d'une personne. Pour moi, son apparence serait davantage proche d'une masse informe, une créature venue tout droit des enfers, mais qui ne possède pas de corps propre comme un humain. Car Im se désigne par Mu. Ce terme avait plusieurs traductions, mais la principale était qu'il symbolisait le néant, l'idée du vide absolu, en référence à une absence totale d'existence ou de réalité. Imu n'aurait donc pas de corps propre et ne l'obtient qu'en s'incarnant à travers un autre. C'est pourquoi elle se dissimule sous un voile noir où on ne perçoit que ses yeux. Sa voix robotique dans l'anime et l'absence du nom de Sa ou son seiyuu ne serait d'ailleurs pas un moyen de cacher son doubleur ou son identité, mais davantage qu'Imu n'est ni homme ni femme. Elle est le vide, le néant, elle n'est rien. C'est en cela qu'elle me rappelle le grand antagoniste de Sailor Moon, Chaozu. Son corps n'était qu'une gigantesque aura noire avec 2 yeux grands brillants, tandis que l'un de ses alter ego était représenté sous un drap noir. Tout comme Imu, il avait pour particularité d'être immortel et de prendre possession d'autres corps, notamment celui de Galaxia, tout comme Imu le fait avec Genko, et dont leur apparence est similaire. J'en viens donc à croire que la véritable forme d'Imu pourrait bien être cette gigantesque créature qu'on perçoit sur la fresque d'Elbaf. Mais ce qui est étrange, c'est que parmi tous les personnages présents, il n'y avait aucunement barbe noire. Et c'est là que le grand débat de cette vidéo va s'ouvrir. Qui sera le véritable antagoniste final de One Piece? Marshall D. Teach ou Imu? Commencez à préparer vos arguments et on en reparlera à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, j'aimerais avancer à revenir au chapitre. Killingham informe Imu que plusieurs portails de cauchemar
cauchemars sont ouverts. À travers eux, les monstres nés des cauchemars de cette île continuent de surgir car ces créatures ne connaissent pas le concept de la mort. Et si elles le désirent, elles peuvent ressusciter à n'importe quel moment. Jusqu'ici, on a vu se matérialiser les cauchemars des enfants. Leur maman, le loup Fenrir, Loki ou d'autres figures des mythes nordiques, à l'exception de Nika, bien créée des contes d'Elbaf. Ce qui va donc nous intéresser ici, c'est de savoir quelles autres entités cauchemardesques vont apparaître. Le pouvoir de Killingam repose sur une mécanique précise. Il doit avoir à disposition un être endormi. Après ça, le rêve du dormeur se manifeste sous forme d'une bulle tangible, d'où émerge le MMA. En japonais, ce terme peut évoquer le Muma, le démon des rêves. Cette créature est vue comme la projection du subconscient, incarnant les peurs, les pulsions et les tabous. Jusqu'ici, le pouvoir de Killingam pouvait sembler limité puisque certains géants ont réussi à vaincre ces MMA. Mais cette fois, il pourrait nous révéler les cauchemars les plus profonds de personnages majeurs. Il pourrait tout aussi bien s'agir de Gaban, Zoro, Luffy ou encore Loki qui pourrait avoir à la fois comme rêve et cauchemar Chebek. Mais celle dont le rêve pourrait tout bouleverser est bien évidemment Imu. Juste avant de perdre le contrôle de son corps, Gunko a eu un flashback de son enfance avec Brook. Ce souvenir montre qu'elle ne semble pas avoir intégré les chevaliers divins de son plein gré, mais plutôt suite à une manipulation mentale. Ce choc en voyant Brook aurait pu suffire à la réveiller et c'est sans doute pour cette raison qu'Imu a repris le contrôle immédiatement. Et si Gunko a été manipulé, il est possible que les autres chevaliers divins le soient aussi. Ainsi Killingam pourrait à son tour se libérer de l'emprise d'Imu, ce qui pourrait en faire un allié inattendu des Mugiwara. Grâce à lui, on pourrait peut-être entrevoir son plus grand cauchemar. S'agira-t-il de Nika comme pour Gunko ou davantage de Joy Boy, celui qui 800 ans plus tard parvient encore et toujours à la faire trembler. On pourrait ainsi découvrir pour la première fois le vrai visage de cette légende. Bon, je vous accorde que je porte peut-être trop d'espoir en Killingam, mais son pouvoir est l'un des plus fascinants parmi les chevaliers divins et j'aimerais sincèrement qu'Oda l'exploite pour nous permettre de découvrir certains secrets jusque-là bien gardés dans l'œuvre. Et en parlant de chevaliers divins, on retrouve justement Summers qui garde toujours prisonnier des ronces, les Mugiwara. Bien qu'il ait été coupé en deux et ait perdu un bras, il se relève sur ordre d'Imu. Cependant, l'attaque de Gaban lui a laissé des séquelles, ne permettant plus à son corps de se reconstituer complètement. Ce qui veut dire ici que le bras gauche du roi des pirates détient l'antidote à la régénération des entités démoniaques d'Imu. Reste à comprendre comment, car cette capacité est peut-être la clé pour vaincre non seulement les chevaliers divins, mais aussi Imu elle-même. Deux hypothèses s'offrent alors à nous. La plus évidente, le Haki des rois. Gaban le maîtrise, tout comme Joy Boy qui, à travers Emmet, l'a utilisé pour repousser le Gorosei jusqu'à Marie-Joise, annuler l'invocation de Saturne et même faire plier un genou à terre à Imu. On sait que Rayleigh, bras droit du roi des pirates, a enseigné à Luffy les trois formes du Haki, tandis qu'Hyogoro lui a appris l'étape supérieure du Haki de l'armement, un éveil capable de détruire l'adversaire de l'intérieur. De la même manière, Gaban, le bras gauche de Roger, pourrait lui aussi enseigner une forme avancée du Haki des rois capable de briser la régénération des monstres d'Imu. Luffy pourrait alors atteindre une maîtrise plus proche de celle de Joy Boy et ainsi terrasser les chevaliers divins et renvoyer Imu dans son corps d'origine. Le problème dans cette hypothèse, c'est que seuls les détenteurs du Haki des rois pourraient combattre les chevaliers divins, ce qui se limiterait sur Elbaf à Luffy, Zoro et probablement Loki. Mais qu'en sera-t-il des combats pour Jinbei, Robin ou encore Sanji? De même pour les révolutionnaires, censés affronter d'autres chevaliers divins à Marie-Joise. Alors se pourrait-il qu'à l'image de Joy Boy, Gaban et les autres puissent transmettre leur Haki à travers des nœuds d'énergie semblables à ceux utilisés sur Weatheria. Sachant que Vegapunk est très lié au mage de cette île céleste et que Lilith est présent sur Elbaf, ce n'est pas une idée impossible. Et bien que cette théorie du Haki semble crédible, celle que je m'apprête à vous dévoiler est pour moi la plus convaincante. Elle repose non pas sur un pouvoir, mais sur la composition même de la lame de Scopper Gaban. Dans One Piece, chaque force a sa faiblesse. Les fruits du démon redoutent l'eau et le granit marin. Les ombres de Moria sont purifiées par le sel. De ce principe, l'immortalité conférée aux chevaliers divins par Imu doit elle aussi avoir son talon d'Achille. Ce point faible pourrait être non pas dans une aptitude, mais bien dans un matériau. À ma connaissance, j'en ai noté 4. Le granit marin neutralisant les fruits du démon. Le mystérieux métal saké découvert par Koala et Dragon durant l'arc de Dressrosa. Le Weepole métal composant du Franky Shogun. Et enfin le Woods utilisé pour l'armure de Craig et inspiré du véritable acier indien connu pour sa résistance exceptionnelle. Mais bien que ces métaux soient tous intéressants, ce n'est pas vers eux aujourd'hui que je vais me tourner, mais vers un métal jamais apparu dans One Piece et qu'Oda pourrait introduire dans le futur. L'Oricalque, cet alliage métallique légendaire.
Alors j'ai longuement hésité avant de vous parler de ça, car cette partie de la vidéo va vous dévoiler un bout de ma dernière théorie des nerfs. Mais cette hypothèse tient vraiment la route, et c'est pourquoi j'ai décidé de vous en offrir un avant-goût. Selon moi, le légendaire continent de l'Atlantide n'est autre que l'ancien royaume. C'est là qu'auraient vu le jour les hommes poissons, que régnait Poséidon, et que serait né Joy Boy, devenu ami de la princesse des océans. Ce royaume, doté d'une technologie prodigieuse, aurait créé un alliage sacré, capable de vaincre Imu, l'oricalque, un cuivre spirituel, symbole du métal divin. Et je suis persuadée que c'est ce minerai-là qu'utilise Gaban pour terrasser ce Meurs. Mais qu'est-ce que l'oricalque? C'est Platon qui fut le premier à mentionner ce métal dans son récit de l'Atlantide. Les Atlantes l'utilisaient abondamment. Il était considéré comme le plus précieux après l'or, servant notamment à bâtir l'enceinte de leur île légendaire. Dans les mystérieuses cités d'or, c'est un métal intelligent capable d'emmagasiner l'énergie solaire. Il permit de créer le Solaris, le navire que je comparais à Pluton, mais également le Grand Condor, celui que je comparais à Uranus. Sa nature solaire pourrait expliquer pourquoi il serait le poids faible naturel d'Imu, cette entité du néant et de l'obscurité. Ce métal réapparaît également dans les traditions alchimistes, considéré comme essentiel à la création de la pierre philosophale, source d'immortalité tout comme Imu. Chez les Romains, il servait à frapper la monnaie, notamment le sesterce sous l'empereur romain, qui, rappelons-le, fait écho au nom d'Imu Nerona. Mais l'ultime indice réside dans l'étymologie même d'Aurical, qui signifie littéralement cuivre des montagnes. Or, Scopper signifie justement cuivre, tandis que son surnom est le dévoreur de montagnes. Tout semble donc indiquer que la lame de Gaban ait été forgée par ce métal oublié et que l'oricalque soit l'arme ultime contre Imu et son immortalité. Ce minerai ne serait alors trouvable que sur Laftel, préservé depuis le siècle oublié dont seul l'ancien royaume en était les créateurs. Gaban pourrait ainsi l'avoir récupéré sur cette île grâce au trésor laissé par Joy Boy, qu'il aurait dissimulé en héritage dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un puisse l'utiliser pour vaincre le roi du monde. Et puisque Laftel reste inaccessible à Imu, elle n'a jamais pu le faire disparaître. L'équipage devra donc probablement rejoindre cette dernière île pour obtenir ce métal légendaire, à moins qu'il y ait une autre solution. Un médecin grec décrivait une poudre blanche obtenue par calcination de pierre, servant à produire un alliage jaune à base de cuivre, l'oricalque. Alors se pourrait-il que ce processus soit reproduit via une alliance entre la science de Chopper et celle de Vegapunk, alias Lilith, tous deux actuellement présents sur Elbaf. Cependant, je sais pas si Oda utilisera le nom d'oricalque tel quel. Peut-être l'a-t-il déjà introduit discrètement sous le nom du métal saké, mais dans tous les cas, je suis convaincue qu'il s'agit bien là de ce métal et que c'est grâce à lui que Gaban a pu trancher ce Meurs. Peut-être que nous découvrirons que le marteau de Loki serait lui aussi forgé de cet alliage, et plus fou encore, imaginez que Zoro puisse brandir une lame faite de cet alliage, le roi des enfers capable de trancher des démons immortels. Rien n'est impossible. Passons à présent au grand pouvoir d'Im-sama. Imu souhaite désormais placer Dori et Brogy sur le trône d'Elbaf afin de soumettre le royaume des géants à sa volonté. À présent, on comprend bien mieux les véritables intentions de Big Mom derrière le mariage arrangé avec Loki. Ce n'était pas simplement une question d'union avec un géant, l'enjeu était bien plus stratégique. Si Loki, en tant que descendant direct du roi Harald, accédait au trône, Big Mom aurait pu étendre son influence sur l'ensemble du peuple des géants. Car à Elbaf, la parole du roi est loi, et le peuple tout entier se plie à sa volonté. En devenant la reine-mère de Loki, elle aurait pu régner par procuration sur la tribu la plus puissante du monde. Finalement, il est bien possible que Mama ait été visionnaire sur ce coup, car cette action d'Imu risque fort de produire l'effet inverse de celui escompté, et de conduire Loki à accéder au trône d'Elbaf. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on s'attarde sur l'un des aspects du pouvoir d'Imu, sa capacité à désigner des rois pour étendre son autorité sur le monde. Comme on le sait, la guerre contre l'ancien royaume fut menée par une alliance de 20 monarques, devenue plus tard le socle du gouvernement mondial. Et à bien y réfléchir, j'avais jamais prêté assez attention à ce détail. 20 rois. Chacun d'eux portait une couronne, Lily, reine d'Alabasta, les Don Quichotte, roi de Dressrosa, mais étaient-ils vraiment les rois légitimes de leur terre d'origine? Ou ont-ils été placés sur le trône par une force diabolique? Prenons l'exemple d'Alabasta. En l'an 239, c'est la dynastie Kaira qui régnait sur ces terres. Il n'est donc pas impossible que la lignée Néfertari ait accédé au pouvoir grâce à une alliance occulte, renversant les anciens souverains à l'aide d'une entité bien plus redoutable, Imu ou son prédécesseur, ce qui pourrait expliquer la trahison de Lily. Peut-être était-elle tenue par une dette ancienne, contractée par ses ancêtres en
échange de leur ascension. Elle aurait été menacée par Imu de voir son royaume réduit en cendres, de subir les 10 plaies d'Égypte comme une malédiction divine en cas de désobéissance. Lily aurait alors fait un choix crucial, aider Joy Boy en cachette afin de rompre ce pacte infernal et ainsi libérer sa descendance de cette dette. Ça expliquerait sa disparition, son effacement de l'histoire, mais aussi la fixation d'Imu sur Vivi, héritière de ce sang maudit. Ce scénario renforce donc l'idée que les 20 rois fondateurs du gouvernement mondial n'étaient peut-être pas des monarques légitimes, mais des élus ou des pantins désignés par Imu pour asseoir son règne à travers eux. Et ce pouvoir pourrait encore s'étendre aujourd'hui sur les chevaliers divins, qui seraient devenus des souverains corrompus ou contraints par le pouvoir d'Imu. Ce qui pourrait expliquer pas mal de choses. Le désir de faire de Loki un chevalier divin, le flashback de Gunko et son lien avec le royaume de Brook. Comme je l'ai évoqué dans le live de Goji, j'ai longtemps pensé que Gunko était la fille du roi de ce royaume, où Brook servait à l'époque comme garde royale. Puis le roi aurait été assassiné et Imu aurait pris le contrôle de Genko, la plaçant sur le trône à sa place. Mais ça signifierait également que des chevaliers comme Shamrock ou Garling gouvernent dans l'ombre des royaumes bien réels, peut-être même l'île natale de Shanks. Mais la partie la plus folle de cette hypothèse, c'est l'existence de la rêverie. Le gouvernement mondial a délibérément créé cette assemblée, réunissant aujourd'hui plus de 170 reines et rois, comprenant Neptune, dont la fille n'est ni plus ni moins que Poséidon. Ce pouvoir que vient de révéler Oda dans ce chapitre est absolument cataclysmique, car on peut imaginer des milliers de scénarios plus fous les uns que les autres. Qui est déjà sous le pouvoir d'Imu, qui le sera bientôt et qui résistera. Car si elle a déjà réussi à manipuler 20 rois pour effacer Joy Boy, qu'en sera-t-il aujourd'hui quand on sait que la rêverie en rassemble plus de 170, sans compter Barbe Noire qui souhaite rallier cette organisation. Cette guerre qui se prépare dans One Piece va être absolument cataclysmique, et les anciens textes d'Harley prennent tout leur sens. La fin du monde n'est plus une métaphore. Mais bref, on reviendra sur ces révélations un peu plus loin dans la vidéo, car il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. Im va donc donner l'ordre à Brogy de rapporter la tête de Jarl et de la brandir vers le ciel. Un acte très symbolique qui fait écho à une ancienne pratique celtique connue sous le nom de culte des têtes coupées. Les Celtes croyaient que la tête contenait l'âme, la force vitale, la noblesse d'un individu. L'exhibé revenait à s'approprier son pouvoir, son honneur et sa renommée. Mais brandir cette tête vers les cieux, c'est offrir le sang aux dieux, une soumission rituelle du vaincu à la puissance divine. Un geste qui rappelle les anciens rites de Chandora où l'on sacrifiait le sang d'une vierge pour honorer les divinités. Mais Jarl n'est pas n'importe qui. Il est le doyen d'Elbaf, le dernier pilier de la vieille génération. En ordonnant son exécution, Imu cherche à effacer l'héritage du passé pour installer une nouvelle ère à son image, façonnée par la force brute des géants sous son contrôle. Mais cette exécution pourrait aussi dissimuler une vengeance plus personnelle, car il est bien possible que Jarl ait été le traître d'Elbaf. Celui qui fut témoin de la mort du roi Harald aurait en réalité trahi Imu dans l'ombre pour ne pas avoir accompli une chose particulière. Le geste d'Imu serait alors une punition divine, un châtiment pour cette trahison. Quoi qu'il en soit, tout laisse penser que Jarl sera le premier à tomber dans cette grande guerre, le premier sang versé d'un affrontement qui ne fait que commencer. Et justement, celui de Brogy a déjà coulé. Bien qu'il ait résisté et mené les troupes au combat, Imu va dégainer un atout dont les géants ne pourront échapper. Elle invoque un livre magique dont la couverture représente un pentagramme, symbole une nouvelle fois de cette magie occulte. Elle en ressort une dague et un pistolet dont la première se plante dans le bras de Brogy, puis avec le second tire un coup qui coupe instantanément sa main, pourtant réputé être robuste. Mais encore une fois, Oda fait preuve d'une grande minutie avec cette petite case. Non seulement le dialecte d'Imu est ancien, comme on l'a vu avec Cobra, mais ses armes le sont tout autant. Elle manie une dague et non un sabre ou une épée, ces armes souvent associées au prestige et au rang social élevé, notamment chez les nobles. Elle utilise également un pistolet à silex à double canon, une arme archaïque bien éloignée des fusils modernes utilisés par les Tenryubito ou la marine. Ce type de pistolet inventé en France fait subtilement écho au château de Marie-Choise, dont l'architecture s'inspire de Chambord. Ce détail renforce l'idée qu'Imu appartient à une époque révolue, celle du siècle oublié. Ces armes pourraient même être des reliques de l'ancien royaume, vestiges d'une civilisation disparue, mais technologiquement avancée. Après ça, Imu ne tarde pas et invoque de nouveau un cercle magique. Elle scelle ainsi ce qu'elle nomme pacte démoniaque, pacte du diable, en échange d'une partie de l'espérance de vie de
groggy, Imu va rendre son corps immortel et lui offrir une force hors du commun. Il semble donc bien qu'Imu utilise un pouvoir d'alchimie. Et c'était d'ailleurs une de mes théories que je vous avais faite il y a à peu près un an. Le pouvoir d'Imu, si cette dernière est bien le diable, aurait alors la capacité de transformer les hommes en démons. Ces hommes que nous voyons ne seraient donc plus vivants depuis bien longtemps, ayant passé un pacte avec le diable il y a 800 ans de cela. Ce qui expliquerait à la fois leur capacité d'invocation et leur invulnérabilité, dépendant ainsi de l'immortalité d'Im. Mais bien que cette théorie semble intéressante, les fruits du démon ne sont pas les seuls pouvoirs mystérieux dans l'œuvre. On ignore encore d'où provient la force des armes antiques, l'Ashura et l'ange de la mort à travers Zoro, ou encore le Haki. De ce fait, il faut garder à l'esprit qu'Oda puisse ajouter une nouvelle source de pouvoir à son œuvre, qu'il offrirait uniquement à Im et au Gorosei, à travers l'alchimie par exemple, là où Hawkins pouvait utiliser la cartomancie. Si on en croit l'ésotérisme, les 5 âmes du Gorosei seraient toutes connectées entre elles, ce qui signifie que pour les tuer, il faudra vaincre les 5 en même temps, voire vaincre leur créateur Imu. On n'en est pas encore là car ça signifierait tout de même la venue d'Im en personne. C'est donc à travers l'alchimie qu'on peut commencer à entrevoir la véritable nature du pouvoir d'Im, et plus spécifiquement en nous plongeant dans l'étude des grimoires ésotériques. Il existe de nombreux manuscrits anciens qui peuvent correspondre à celui qu'utilise Im, mais ces ouvrages sont aussi souvent obscurs que complexes. On va donc prendre le temps d'analyser ces grimoires un à un, car ils pourraient bien contenir les clés du passé d'Imu et lever le voile sur ses origines, sa magie, voire son immortalité. J'ai donc sélectionné 4 grimoires anciens qui me semblent étroitement liés à l'histoire d'Imu. Chacun représente une étape de sa métamorphose et révèle un pouvoir spécifique qu'elle aurait acquis au fil du temps, passant de la lumière à l'ombre, à l'image de Lucifer devenu Satan. Le premier s'intitule le Sword Book of Honorius. C'est l'un des plus anciens grimoires connus. Il contient des rituels de purification, des prières puissantes et des méthodes pour invoquer des anges et accéder à la vision divine. C'est par ce livre qu'Imu aurait au départ cherché à s'élever, non pas pour dominer, mais bien pour se rapprocher du divin. C'est une magie lumineuse tournée vers l'infini, mais c'est aussi la première porte qui mène du savoir à la tentation. Tout comme l'annonçaient les textes d'Harley sur le premier monde. Et les hommes consumés par leur avidité touchèrent le soleil interdit. Le deuxième grimoire est la clé de Salomon, un manuscrit où l'on apprend à tracer des cercles magiques, à forger des sceaux et à créer des talismans capables de commander les forces invisibles. Imu s'en serait servi pour lier des entités à sa volonté, échappant au monde réel. C'est avec ce livre qu'aurait débuté son autorité occulte, une forme de royauté dans le monde de l'invisible. Le troisième, plus dangereux encore, est l'Ars Goetia, contenu dans le Lemegeton. Ce grimoire regroupe les 72 démons que le roi Salomon aurait autrefois asservis. En utilisant ses sceaux, Imu aurait pu invoquer ces démons, les sceller dans des corps, les lier à ses serviteurs ou même les incarner dans des fruits du démon. Ce livre représente un tournant majeur dans la vie d'Imu. La magie devient plus obscure, plus risquée, mais aussi immensément puissante. C'est peut-être de là que viennent le Gorosei. Enfin, le dernier et le plus dangereux, le grand grimoire, appelé aussi le dragon rouge. Cet animal légendaire associé à la bête de l'Apocalypse et que je reliais dans mes précédentes théories à Imu. Ce livre enseigne le pacte avec le diable. En échange d'un sacrifice, l'utilisateur obtient une puissance absolue, une longévité surnaturelle et le droit de commander les forces infernales sans limite. C'est sans doute ce pacte ultime qui aurait permis à Imu de devenir une entité au-delà du temps, soumettant les rois à ce contrat maudit et s'imposant ainsi comme dieu vivant du monde. Ces 4 grimoires retraceraient ainsi l'histoire d'Imu et nous raconterait son passé, du ciel à l'enfer, de la science à la magie noire et de l'ange au démon. Aux origines du siècle oublié, l'ancien royaume était probablement une civilisation fondée sur la technologie et le savoir. Ces scientifiques ne cherchaient pas à dominer, mais à aider les humains et comprendre le monde. Parmi eux devait se trouver Imu, fascinée par l'idée de l'absolu, de la connaissance ultime, non pas pour gouverner, mais pour atteindre le divin par l'intelligence. Mais un jour, elle dut découvrir un livre ancien venu d'un autre temps. Un livre capable de révéler les lois invisibles de l'univers. Elle y aurait vu ainsi un signe du destin, allier science et magie sacrée, non pas pour détruire, mais pour s'élever. Peu à peu, son désir de connaissance devint soif de puissance. Imu
ne voulait plus voir Dieu, elle voulait le devenir. Elle commença alors à étudier d'autres grimoires interdits, l'un pour commander les esprits, l'autre pour invoquer les démons. Et enfin, le tout dernier, celui qui m'invoque aujourd'hui et par lequel elle conclut un pacte irrévocable avec le diable. Un pacte qui confère immortalité et domination et contrôle absolu sur les âmes. Ainsi, la science du royaume antique fusionna avec une magie de plus en plus obscure. Et Imu devint peu à peu non plus une humaine, mais une entité hors du temps et reine invisible du monde. L'entité suprême des cieux, appelée Dieu. 8 siècles plus tard, sur la terre d'Elbaf, elle revient aujourd'hui avec l'ambition claire de renverser le royaume des géants pour en prendre le contrôle. Et pour ça, elle va libérer un pouvoir tout droit venu des enfers. Une incantation d'un autre âge, Domi Reversi. Par ces mots, elle corrompt Dori, Brogi et d'autres géants, les transformant en de véritables démons. Leurs corps deviennent démesurés, des cornes surgissent, des ailes de chauve-souris se déploient, des dents acérées apparaissent. Ils deviennent les reflets vivants des géants antiques, des Oni originels. Dans un état de rage incontrôlable tel des berserkers maudits, ils se soumettent à l'ordre impitoyable d'Imu, tué Jarl. Cette page finale nous dévoile donc la véritable puissance d'Elbaf. Ces géants qu'on disait piliers du monde sont devenus de véritables démons. Et c'est peut-être précisément dans cette transformation que réside leur destin prophétique. Ceux capables de faire basculer le destin du monde. En tout cas, c'est une belle page finale que nous a offerte Oda, aussi puissante visuellement que riche en analyse. Il y a énormément de choses sur lesquelles on va pouvoir théoriser, à commencer par le nom du sort utilisé par Im et qui est également le titre de ce chapitre, Domi Reversi. Ici, Oda ne choisit pas un nom d'attaque japonais comme à son habitude, mais un terme en latin classique, la langue de l'Empire romain. Parmi les empereurs les plus célèbres de Rome figure Néron, ce nom qui fait écho à celui d'Imu Nerona. Encore une fois, comme pour le choix des armes anciennes, Oda insiste avec subtilité sur l'aura d'ancienneté qui enveloppe Imu, jusqu'à se refléter dans la langue même qu'elle utilise. Le latin utilisé ici est un latin classique, celui des élites, de la cour, de la religion, bien différent du latin vulgaire parlé par le peuple. C'est ce même procédé qu'Oda utilise dans le japonais d'Imu. Lorsqu'elle s'adresse à Cobra en disant « ne fouillez pas », elle utilise un dialecte japonais archaïque disparu depuis les ères anciennes. Oda appuie donc sur cet élément pour montrer qu'Imu appartient à un autre temps, un temps ancien, celui du siècle oublié. Quant à la traduction de Domi Reversi, il y en a plusieurs. La première ne vient pas du latin, mais bien des kanji japonais. Yamiten Shihai, qu'on pourrait traduire par domination par le renversement des ténèbres ou contrôle de l'inversion obscure. Cette formule évoque une force capable de retourner le monde à ses origines et d'en prendre le contrôle. Et c'est exactement ce que fait Imu dans ce chapitre. Un retour aux sources chaotiques du monde, une reconfiguration absolue grâce à la magie noire. Une fois encore, Im s'associe au mot Yami, les ténèbres, qui s'accorde avec le pouvoir de Barbe Noire et son fruit, le Yami Yami no Mi. Et là, j'en reviens toujours au même dilemme. Quoi, ces deux antagonistes sont-ils si liés? Et qui sera alors l'ennemi final de Luffy? Dans ma vidéo sur Black Nika, vous avez été nombreux à suggérer que ce rôle d'opposant ultime reviendrait plutôt à Barbe Noire qu'à Imu. Et c'est vrai que Teach est le parfait miroir contraire de Luffy. Depuis chapitre 222, tous les opposent de manière presque symbolique. L'un adore la tarte aux cerises, l'autre la déteste. L'un incarne les ténèbres, l'autre la lumière. L'un cherche à devenir roi du monde pour dominer, l'autre veut être le roi des pirates pour être libre. Barbe Noire est aussi le premier personnage à parler des rêves des hommes, tandis que Nika lui-même est né de ses rêves. Il a été responsable de la mort d'Ace et son ascension fulgurante suit un parallèle parfait avec celle de Luffy. Enfin, il est le seul détenteur connu de 2 fruits du démon, un exploit dans One Piece qui surprendra même le Gorosei. En somme, Teach a tous les attributs d'un antagoniste final parfait, un reflet inversé de Luffy. Et pourtant, il y a quelque chose qui me dérange. Teach, malgré sa puissance, n'appartient pas proprement au siècle oublié. Il ne représente ni le système, ni l'idéologie que One Piece cherche à renverser. La grande guerre finale annoncée par Oda, celle qu'on devine sur la fresque d'Elbaf, ne sera pas un affrontement entre pirates, mais bien entre les peuples du monde et le pouvoir qui les oppresse depuis 800 ans. Et c'est là qu'Imu s'impose. Elle seule détient la mémoire complète du siècle oublié. Elle seule a maintenu l'ordre mondial dans l'ombre pendant des siècles. Et seule Imu incarne l'origine du véritable mal, le néant. De la même manière
que la lave surpasse le feu ou que la glace l'emporte sur la neige, le néant d'Imu surpasse les ténèbres de Teach. Et c'est pourquoi pour moi, Imu est l'antagoniste final légitime. Barbe Noire, lui, pourrait être le dernier obstacle sur la route de Laftel ou le dernier empereur à tomber. Mais la guerre décisive, celle qui opposera le monde libre à son oppresseur millénaire et qui fera s'écrouler les fondations du gouvernement mondial, se jouera contre le roi du trône vacant, Imu, car elle incarne la racine même de la quête du One Piece, le secret du siècle oublié, l'existence même du trésor de Joy Boy. Imu est celle qui a tenté d'effacer la lumière de l'histoire. Et lorsque cette lumière reviendra, lorsque la mémoire perdue refera surface, Imu disparaîtra. Ce combat-là ne pourra avoir lieu qu'à la toute fin de l'œuvre. Il marquera la dernière guerre, celle qui bouleversera l'équilibre du monde et conduira, comme l'annonçaient les textes d'Harley, à l'apocalypse. Ainsi, la seule façon que j'ai d'expliquer ce lien qui unit Im à Teach est tout simplement que Barbe Noire est le Im du futur, tout comme Luffy avec Joy Boy. Un équilibre cosmique des forces, du yin et du yang, où chaque époque voit naître son soleil et ses ténèbres. Mais la différence fondamentale de cette ère actuelle, c'est que Joy Boy est mort, tandis qu'Imu a survécu à travers les siècles. Ce qui nous place dans une époque où deux ténèbres coexistent. Tout comme il ne peut pas exister de roi des pirates, il ne peut exister deux entités du mal, à moins que l'une d'elles ne disparaisse ou que celles-ci s'unissent. Et c'est pourquoi j'imaginais une alliance entre Imu et Barbe Noire. Je sais que certains pensent que c'est peu probable, voire incohérent, pourtant One Piece regorge d'alliances plus improbables les unes que les autres. Crocodile, Buggy et Luffy à Marineford, puis Crocodile mis au Kebaki dans la Cross Guild, sans oublier Luffy qui est l'eau, pourtant rivaux au départ. Alors pourquoi on ne pourrait pas croire à une alliance temporaire entre deux forces du mal? Barbe Noire vise le titre du roi du monde, un trône déjà occupé par Imu. Il nourrit désormais des ambitions politiques, souhaitant faire de la ruche un royaume souverain, ce qui pourrait le mener jusqu'à la rêverie. Un premier pas pour entrer sur Marigeoise et y faire la rencontre d'Imu. Il est donc pas impensable d'imaginer les ténèbres pactisées avec le diable pour vaincre un ennemi commun, Luffy, le messie de ce monde. D'autant plus depuis qu'Imu a révélé la capacité de posséder le corps de Genko, ce qui renforcerait l'idée d'un pouvoir d'absorption, de fusion, qui pourrait très bien avaler les ténèbres de Teach ou inversement pour créer une entité supérieure, celle-là même que l'on entrevoit sur la fresque d'Elbaf, une créature née de l'union du néant et des ténèbres. Reste à savoir qui de ces deux forces du mal prendra le dessus sur l'autre. Venons-en à présent à la deuxième signification du terme Domi Reversi. Le mot Reversi évoque la notion de retournement et fait écho à deux types de jeux. Le premier est bien connu puisqu'il s'agit du jeu de stratégie qu'on appelle aussi Othello, où chaque mouvement permet de retourner les pions adverses et d'en faire les siens. Le second, plus subtil, est un jeu de cartes où celui qui remporte le moins de plis et accumule le moins de points gagne la partie. Si je m'arrête sur ces détails, c'est avant tout car les jeux de stratégie tiennent une grande place dans One Piece. Doflamingo et Kaido ont basé l'intégralité de leur équipage autour des jeux de cartes, tandis que c'est le shogi, jeu de stratégie militaire, qui a servi de métaphore pour le raid final d'Onigashima. La guerre contre Imu pourrait bien prendre l'aspect d'un jeu où chaque mouvement sera calculé, chaque pion sacrifié et chaque règle détournée. Le roi du monde pourrait alors aller jusqu'à prendre en otage bien plus de géants qu'on ne l'imagine, les utilisant comme pièces sur un échiquier sanglant dans une partie où les vaincus ne seraient pas toujours ceux qu'on croit. Enfin, la dernière traduction et la plus simple du terme Domi Reversi signifie retour chez soi, revenir à l'origine ou encore rentrer dans sa véritable nature. Cette traduction correspond parfaitement avec ce que nous voyons des géants qui retrouvent une morphologie comparable à celle du démon Oz. Un pouvoir qui rappelle fortement le Aisoni de Queen, une infection virale qui provoque l'apparition de cornes, transforme les membres en griffes acérées, les dents en crocs, tout en décuplant la force physique des victimes. Dans le cas d'Hyogoro, son corps retrouvera l'allure et la puissance de sa jeunesse comme s'il renaissait à son apogée. De la même manière, le sort d'Imu semble pousser les êtres possédés à régresser ou plutôt à remonter vers une forme plus ancienne, plus brute, plus démoniaque. Un retour aux origines qui explique leur ressemblance avec les géants antiques. Et ça, c'est très intéressant, car ça pourrait signifier que chaque race de One Piece possède un ancêtre, une forme originelle que ce sort nous permettrait d'entrevoir.
à commencer par Kuma, ce boucanier hybride dont Vegapunk suggérait que son sang ancien était particulier. Mais ce pouvoir pourrait aussi dévoiler les origines cachées de certains Mugiwara, comme Nami dont le passé est un mystère, Sanji issu d'une lignée modifiée, Zoro et son lien avec la faucheuse, ou même Chopper sous sa forme animale des enfers. Mais cette révélation pourrait surtout nous éclairer sur les véritables origines des géants antiques, car il est possible qu'au commencement, ces titans n'étaient pas les monstres que la légende décrit. Au contraire, ils pourraient avoir été des êtres pacifiques. C'est peut-être la raison qui poussa Harald à retrouver la source originelle des géants avant qu'ils ne deviennent des guerriers. Leur nature aurait ainsi basculé lors de la guerre de l'ancien royaume. Ils seraient devenus des Oni à travers le pouvoir d'Imu, et c'est d'eux que la grande guerre du siècle oublié fut gagnée par les 20 rois. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, le gouvernement affirme que quiconque obtiendra l'armée des géants gagnera la guerre. Car par le passé, c'est peut-être ce qu'il s'est produit. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Le gouvernement a échoué à reproduire ces créatures anciennes, une armée de géants artificiels capable de rivaliser avec les véritables héritiers d'Elbaf. Et c'est sans doute cet échec qui a mené à la mort d'Harald. Il est fort probable qu'Imu ait tenté de conclure un pacte avec lui, d'autant plus si son pouvoir ne s'exerce qu'à travers les rois. Harald aurait alors été forcé et transformé contre sa volonté en un démon gigantesque et incontrôlable. Imaginez 2 secondes que cet homme portait en lui le sang des géants antiques, qu'il était déjà en temps normal 2 à 3 fois plus grand que Broggy, et que Broggy lui-même, lors de sa transformation, atteint des proportions titanesques. Alors Harald, dans sa forme démoniaque, devait être un colosse hors norme, une créature d'une immensité inégalée, mais surtout une force de la nature devenue incontrôlable. Une telle puissance n'aurait pu être stoppée que par le sang même d'Elbaf, et le seul à pouvoir mettre fin à sa folie était son propre fils Loki. Harald, dans un ultime sursaut de lucidité, à la manière de Kuma venu sauver Bonnie, aurait supplié Loki de le tuer pour épargner son peuple et stopper la malédiction. Comme je l'ai dit, pour moi la seule raison qui ait pu pousser Loki à tuer son père était que ce dernier soit manipulé. Ainsi Loki aurait accompli malgré lui la prophétie, non pas par ambition ni trahison, mais par devoir, un acte pour honorer la dernière volonté de son père. Quant au fruit du démon que Loki aurait volé pour obtenir ses pouvoirs, 2 hypothèses s'offrent à nous. La première voudrait que ce soit Harald lui-même qui ait forcé son fils à le manger, le seul moyen pour Loki de l'affronter à armes égales et de le vaincre. La seconde hypothèse voudrait qu'au moment où Loki se saisisse du fruit dans le coffre, ce dernier ait disparu. Ce serait alors Kaido qui l'aurait volé par le passé il y a 20 ans, soit 6 ans avant la mort d'Harald. Et ce fruit ne serait nul autre que celui de Yamato, le légendaire Inuit Nomi, modèle Okushi no Makami. À bien y réfléchir, il est vrai que les Zoan mythiques ont tous une histoire étroitement liée par un vol bien organisé. Le fruit de Kaido avait été obtenu sur God Valley par Big Mom, à qui il restera redevable toute sa vie. Celui de Nika, pourchassé pendant des siècles par le gouvernement mondial, a finalement été dérobé par Shanks, entraînant l'emprisonnement de Hushu. Dans cette logique, il paraît évident que le fruit de Yamato doit lui aussi cacher une histoire importante. Pourtant, Oda ne nous a jamais révélé comment Kaido a pu mettre la main dessus, ni pourquoi ce fruit était si difficile à obtenir. Le Inuit Nomi modèle Okushi no Makami fait référence à la divinité du loup Honshu, gardien du pays des Wa. Logiquement, ce fruit n'a aucun lien avec Elbaf. Pourtant, tout au long de l'arc Wano, l'ombre des géants a été étroitement liée aux samouraïs. Momonosuke était le symbole de Momotaro, ce garçon né d'une pêche qui combat les ogres de l'île des démons. 3 ogres de couleurs différentes qui incarnent chacun un géant dans One Piece. Le Oni rouge, surnom de Dory, renvoie à l'image d'Oz. Le Oni bleu, associé à Broggy, se retrouve dans Luffy en Nightmare. Et le Oni vert deviendra Oz Junior. Quant à l'île des démons, elle n'est autre qu'Onigashima, gouvernée par Kaido, l'ogre suprême. Il est le chef d'une armée de Numbers, ces géants antiques artificiels. Son bras gauche Queen recréa des géants de glace, tandis qu'il est le père de Yamato, la princesse des Oni. Enfin, comme j'ai expliqué dans une théorie précédente, Wano Kuni, après sa submersion, aurait été rebâti grâce à Oz, le transporteur de continents, il y a 500 ans, à l'image de la légende japonaise, le tirage de terre. C'est pourquoi le projet de Kaido
complot de déplacer Onigashima jusqu'à la capitale des fleurs visait à restaurer Wano dans sa forme originelle, celle d'une terre autrefois dominée par ce géant antique. Et dans cette reconstruction, le gardien légendaire de la terre, représenté par le fruit du lot Honshu, occupait une place centrale. Ce fruit serait en réalité un trésor transmis par les Wa en remerciement à la tribu des géants pour leur aide à reconstruire le pays. Il aurait été confié durant des siècles à la lignée royale d'Elbaf et que reçut plus tard Harald en héritage. Kaido, en découvrant ce passé, aurait ainsi cherché à reconstruire le royaume d'Oz et se serait emparé de ce fruit sacré. En tout cas, quel que soit le bon scénario, une chose est sûre, la mort d'Harald n'est pas le fruit de la volonté de Loki, mais le résultat d'une manipulation du gouvernement mondial. Il aurait ainsi tué son père pour protéger Elbaf et garder cette vérité afin d'épargner à son peuple la douleur de connaître le sort tragique de leur roi, au prix de sa propre réputation, devenant un paria aux yeux de tous. Ainsi Shanks n'aurait pas enchaîné Loki, car il a tué Harald. Il l'aurait enchaîné car Loki, dans sa quête de fureur et de vengeance, aurait détruit le monde et personne n'aurait pu l'arrêter. De la même façon que Shirahoshi, à la mort de sa mère, avait éveillé le pouvoir de Poséidon qui aurait pu détruire l'île des hommes poissons. Et c'est là toute l'importance de cette comparaison. Car si Shirahoshi est Poséidon, alors pour moi Loki est l'avatar de Pluton. Et ce chapitre n'a fait que me conforter dans cette idée. Aujourd'hui, Im a transformé Elbaf en une terre maudite où trône une armée de démons. Un décor parfait pour y abriter le roi des enfers, Pluton. Si l'arme en elle-même est un navire et repose à Wano, son capitaine, à l'image de la princesse Sirène et du Noah avec les rois des mers, se trouverait bel et bien sur Elbaf. Ce serait Loki, le prince maudit, qui guiderait Pluton dans la grande guerre finale, où seront réunis l'armée démoniaque des géants pour faire face aux dieux de Marie-Joise. Ainsi, la taille titanesque de ce vaisseau qui a tant choqué Franky et Iceberg s'expliquerait par le fait qu'il servait à transporter tous ces titans, ce qui ferait écho au mythe nordique du navire Naglfar et du légendaire géant de feu Surt qu'incarnerait Loki. Ce vaisseau infernal gardé dans le royaume de feu se détachera lors du Ragnarok, conduisant les légions de géants vers le champ de bataille afin de combattre les dieux dans cette fin du monde prophétique, tandis que Surt, le géant de feu, brûlera la terre jusqu'à ses fondations, précipitant le monde dans les ténèbres. Ce scénario expliquerait donc pourquoi les géants sont si craints par le gouvernement, et pourquoi avoir cette armée à ses côtés permet de changer le cours du destin et sortir victorieux de cette grande guerre finale. Car avoir le roi d'Elbaf, c'est obtenir Pluton, cette arme qui mettra fin au monde. Et aujourd'hui, après si longues années enchaînées à l'arbre d'Adam, ce jeune géant devenu adulte pourrait enfin prendre sa revanche sur ceux qui ont fait de lui un prince maudit. Le moment est venu pour lui de récupérer son honneur de guerrier, rétablir la vérité sur son nom et rompre le pacte qu'Imu a installé dans son pays. Car oui, c'est ici qu'est tout le dilemme. Un pacte avec le diable est irrévocable, mais il existe toutefois quelques exceptions. L'intervention divine qui pourrait symboliser l'arrivée de Nika face à Imu, ou encore la ruse, le fait de tromper le diable en exploitant la faille cachée dans le contrat. Et cette dernière proposition est la plus importante, car c'est sur la terre d'Elbaf que réside l'un des esprits les plus rusés de l'histoire. Par sa malice, son intelligence et sa ruse, Loki pourrait bien être celui à même de tromper Imu, le diable en personne. Car Dori et Brogy ne sont pas les véritables rois d'Elbaf. Le seul héritier légitime, le véritable démon sacré de la terre des géants, n'est autre que Loki, fils d'Harald, descendant du légendaire Oz. Et quand le peuple d'Elbaf ouvrira enfin les yeux, le prince du mensonge, maudit par une prophétie, deviendra finalement le roi de ce pays, non pas par la peur, mais bien par la vérité.